Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Juris District. Aujourd'hui, on va profiter de la sortie récente de Jurassic World au cinéma pour parler des dinosaures. Imaginez-vous en train de gravir une montagne, de randonner dans la forêt ou même d'effectuer une plongée sous-marine lorsque vous tombez sur un os. Après de multiples fouilles, il se trouve que vous avez découvert la mâchoire d'un T-Rex, le crâne d'un brontosaure ou encore la colonne vertébrale d'un stégosaure. Mais à ce moment-là, à qui appartiennent ces trouvailles? À vous seul? Au milliardaire excentrique qui a financé les fouilles? Ou à la commune dans laquelle la découverte a été faite? Afin de répondre à cette question, on va tout d'abord préciser la différence entre archéologie et paléontologie. La paléontologie étudie les restes et fossiles des êtres vivants du passé, humains ou animaux. L'archéologie, quant à elle, s'intéresse à l'étude de l'histoire de l'homme et se base sur des traces laissées par celui-ci, comme des armes ou des outils. Donc la mise en évidence d'ossements de dinosaures correspond à la paléontologie et non à l'archéologie. Par conséquent, afin de définir qui est le propriétaire du cubitus d'un vélociraptor, on peut d'ores et déjà exclure les dispositions du Code du patrimoine qui sont relatives aux fouilles archéologiques. On peut aussi exclure les dispositions de ce même code qui sont relatives aux vestiges immobiliers, puisque des ossements sont des meubles et non des immeubles. Donc en droit, un immeuble ne fait pas obligatoirement référence au bâtiment dans lequel votre appartement est situé. Une caverne préhistorique recouverte de peintures d'époque est également un immeuble au sens du droit. Bref, pour en revenir à la propriété de nos autres dinosaures, comment va-t-on faire? Eh bien, on va devoir qualifier juridiquement les ossements. Pour cela, on va analyser si au sens du droit, la découverte des cornes d'un tricératops peut être considérée comme celle d'un trésor. L'article 716 alinéa 2 du Code civil énonce que le trésor est une chose cachée ou enfouie. Alors on a plus de chances de retrouver des ossements de dinosaures sous terre plutôt que dans un Big Mac. Enfin, on ne sait jamais. On a bien trouvé dans un des hamburgers d'un McDonald's japonais des dents humaines. Ensuite, l'article énonce que l'objet découvert peut être qualifié de trésor si personne ne peut justifier sa propriété sur celui-ci. Et cette notion de personne englobe aussi bien les personnes privées, c'est-à-dire Jean-Luc ou Christiane, vos voisins, que les personnes morales, c'est-à-dire par exemple la commune dans laquelle la découverte a été faite. Pour terminer, la boule osseuse d'un ankylosaure peut être qualifiée de trésor seulement si elle a été découverte par le fruit du hasard, puisqu'il s'agit de la dernière condition posée par l'article 716 du Code civil. Les juges ont ajouté une condition en exigeant que l'objet découvert soit un bien mobilier et non un bien immobilier. Mais comme je le disais tout à l'heure, des ossements sont bien des meubles. Si toutes les conditions que je viens de citer sont remplies, pour savoir qui sera l'heureux propriétaire de ce trésor qui est une dent de spinosaure, il convient de se référer à l'article 716 alinéa 1er cette fois-ci du Code civil. Celui-ci énonce que la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fond. Si le trésor est trouvé dans le fond d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fond. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Simplement que si vous découvrez le trésor sur votre propre propriété, alors vous en serez le seul propriétaire. Si par contre vous le découvrez sur la propriété de quelqu'un d'autre, eh bien vous devrez faire 50-50 avec celui-ci. Et si vous le découvrez sur la propriété de la ville, de la commune, eh bien vous ferez 50-50 avec la ville. Alors si vous découvrez un seul os, vous n'allez pas couper l'os en deux, vous devrez partager la valeur de la découverte. Mais maintenant, si une des conditions applicables au trésor fait défaut, eh bien les ossements ne pourront être qualifiés ainsi. Par exemple, si la colonne vertébrale d'un titanosaure n'est pas découverte par le fruit du hasard, mais suite à des fouilles spécialement entreprises dans ce but-là, alors cette colonne vertébrale ne pourra être au sens du droit un trésor. Et il faudra alors lui trouver une nouvelle qualification juridique et de nouvelles règles permettant de définir qui en sera le propriétaire. À ce moment-là, c'est simple. Si la chose découverte n'est pas un trésor, c'est qu'il s'agit soit d'une chose sans maître, une res nullius, comme disaient les Romains, ou d'une chose abandonnée, une res derelictae. Dans les deux cas, la propriété de la chose sans maître ou de la chose abandonnée revient au premier possesseur, c'est-à-dire à la première personne ayant fait la découverte. C'est ce qu'a affirmé le tribunal de grande instance de Millau le 26 mai 1988 à propos de 14 vertèbres fossilisées de plésiosaures. Dans cette affaire, un enfant avait fait cette découverte sur le site fossilière d'une commune qui avait toléré pendant de nombreuses années que soient prélevés des fossiles par les promeneurs, les instituteurs et leurs élèves. Donc le tribunal a considéré que la commune avait tacitement, c'est-à-dire implicitement, renoncé à ses droits sur le terrain. De plus, la découverte n'ayant pas été faite par hasard par l'enfant, puisqu'il s'était rendu sur le site spécialement dans l'espoir d'une découverte, il ne pouvait s'agir d'un trésor au
sens du droit. Le tribunal a alors considéré que les vertèbres étaient des choses sans maître et que l'entière propriété revenait à l'enfant. Voilà la fin de notre aventure, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à me laisser un commentaire et même à me mettre un pouce bleu pour me montrer votre soutien. Maintenant je dois vous laisser, j'ai un œuf de tyrannosaure à faire cuire.